Et voilà, bonsoir à tous, bienvenue dans Opinion volume 6, bien sûr, comme tous les jeudis soirs, 21h. Merci d'être là, merci d'être présent. Il est 21h02, après le petit jingle. Bienvenue parmi nous. Vous savez qu'évidemment, vous êtes encore une fois, bien sûr, les bienvenus de par votre présence, mais aussi les bienvenus par le fait que vous pouvez poser des questions avec grand plaisir, sur lesquelles nous répondrons au mieux possible, en tout cas, suivant les sujets, les thématiques de la soirée. Vous rappelez aussi que il y a la possibilité d'intervenir au sein de l'émission, que ça c'est un petit peu à prévoir par contre juste avant avec moi. Pour la partie logicielle. Bonsoir Anne, bonsoir à tous, bienvenue à tous. Vous êtes déjà assez nombreux connectés. Et je vais commencer par vous présenter le sommaire de l'émission qui reprendra deux thématiques ce soir. Et je pense encore une fois que nous avons un petit peu assez visé juste par rapport à ce qui se passe au quotidien, à ce que nous avons pu observer, et peut-être vous-même avoir pu observer, qui est la normalité, finalement la normalité sous trois aspects. Trouvez ça intéressant à aborder. Qui est la normale avec un L apostrophe, la norme mal, tout ce qui est normé finalement, et puis peut-être dans tout ça la normale, et est-ce que tout cela est normal ou pas. Nous allons débattre avec mes invités de ce soir. Et pour la thématique numéro 2, tout à l'heure, avec peur ou même pas peur, parce que oui, faut pas croire, mais je pense qu'il y a un lien dans tout ça. Et peut-être en apprendrez-vous tous parmi vous. Bonsoir Shirley, bonsoir Nadia. Bonsoir à toutes. Encore très féminin ce soir. Décidément, les garçons, ils sont pas très présents. Voilà. C'est assez compliqué. Hein. Alors merci en tout cas à vous, mesdames. Je vous présente mes invités ce soir par ordre évidemment du petit logiciel que j'ai en dessous et des vignettes. Ce soir, en premier, vous avez Monsieur Emmanuel avec le 3-2-1 pour lui signaler qu'évidemment, il va être en direct. Bonsoir Manu, bienvenue dans Opinion volume 6 déjà. Bonsoir à tous, bienvenue. Voilà, bienvenue parmi nous Manu. Alors, tout va bien pour toi, ça va? Impeccable? Allez, t'as profité de la belle journée? Belle journée, une belle balade. Une belle Que du balade. bonheur. Ouais, il y avait beaucoup de monde dehors. Nous en parlions quelques minutes avant l'émission. Salut Gérard, salut Fionia, salut à tous. Et notre deuxième invité, Monsieur Robert Petitbon. Bonsoir à tous. Bienvenue Robert. Merci. Tout va bien Robert, toi aussi? Tout va bien, on est là, tranquille. Okay. Ça va. Impeccable. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Les hostilités, j'ai envie de dire, sont déjà là. Puisque je vais vous mettre dans l'hostilité une petite vidéo déjà pour commencer notre première thématique, qui est donc la normalité. Et c'est un psychiatre qui va te parler justement de ça. Donc, nous allons un petit peu écouter ce qu'il dit au niveau de la psychiatrie et de par rapport à son expérience. Voilà, je vous laisse la lecture. De la normalité. Est-ce que je suis normal? Les autres me disent que je suis un peu bizarre, mais alors, si ça se trouve, je suis pas comme les autres. Les êtres humains ont une tendance à vouloir faire partie du groupe et une tendance à avoir envie d'être comme les autres. Alors, on peut se demander scientifiquement, factuellement, est-ce que finalement il existe une norme? Alors, pour le psychiatre, non. Clairement, pour le psychiatre, il existe des gens qui souffrent, et ces gens-là, on s'en occupe. Et ce n'est même pas du politiquement correct, nous ne nous posons jamais la question de savoir si c'est normal ou pas. Et d'ailleurs, on nous dit souvent, mais tel individu, vous vous rendez compte, il est complètement fou, il n'est pas normal, et nous, ce n'est pas notre problème. Nous, notre problème, c'est que si cet individu ne se plaint pas, alors parfois, il y a certains individus qui ne sont même pas capables de se plaindre tellement qu'ils ne vont pas bien, mais ça saute aux yeux de tout le monde. Donc, pour le psychiatre, la question de la normalité, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne se pose pas. Là où elle se pose, c'est chez les statisticiens. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut faire des statistiques de la population, par exemple pour le niveau intellectuel. On peut le mesurer et on peut dire à peu près 66% de la population, les 2/3, ont entre 85 et 115 points de QI. Donc si vous avez 130, vous n'êtes pas normal. Si vous avez 60, vous n'êtes pas normal au sens où vous êtes statistiquement différent. Mais ça, c'est un point de vue statistique. Ça n'a rien à voir avec la normalité au sens où je suis différent et les autres vont me rejeter et je vais être à l'écart de la société.
Donc c'est vraiment capital de comprendre qu'il existe des normes, mais ces normes sont mathématiques, elles sont comptables, elles n'ont rien à voir avec la place de l'homme dans la société. Et en particulier pour ce qui concerne le fonctionnement psychique, c'est quelque chose qui est très important parce que ça ouvre à accepter la différence. Nous ne sommes pas tous pareils et nous avons même parfois un certain intérêt à accepter en notre sein des gens qui sont différents. Plutôt intéressant, je trouve, le point de vue du psychiatre. Puisque lui, il dit que oui, une norme, finalement, avec le DSM-5 ou 6, je sais pas trop où ils en sont. Voilà, il y a quand même une espèce de normalité là-dedans, mais pour autant, pour lui, en tout cas, dans son approche, il évoque le fait que pour lui, il n'y a pas de normalité. Voilà. C'était juste le petit point de vue que je souhaitais amener, on va dire au niveau psychiatre et au niveau psychiatrie, quoi. Messieurs, évidemment, alors ça c'est à prendre ou c'est pas à prendre, hein, comme à l'habitude. Toutes les petites vidéos que je place ont en mon sens un rapport avec le thème, évidemment, mais c'est aussi parfois juste pour pouvoir avoir un point de vue différent en plus des nôtres. Et peut-être à un moment donné d'ouvrir sur un point de vue et en tout cas une carte de monde, comme on a l'habitude de dire, nous en tout cas en PNL, un petit peu différente et un petit peu plus grande. Messieurs, je vous laisse. Qui veut commencer sur la normalité, la normalité ou la normalité? Eh ben, moi, je veux bien commencer. Allez, c'est parti. Voilà, je vais revenir un petit peu sur ceux dont on parlait juste avant l'émission pour en faire... pour partager avec tout le monde. Bien sûr. Voilà, petite balade autour du Cap en vélo et un constat. Donc, revoir des sourires, revoir des gens qui se posent au bord de l'eau, revoir des gens qui s'occupent de leur petit bateau à la pointe de l'Olivette. Tout ça a considérablement évolué en 8 jours. J'ai fait la même chose début de semaine du confinement, hein, enfin au début du déconfinement. Et vraiment, la différence est énorme. Les gens marchaient la tête baissée, ils regardaient un regard par en dessous, ils observaient les autres. Et là, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé. On a eu la chance d'avoir le beau temps qui s'est joint à nous pour ça. Mais bon, c'est un constat vrai. Bon, et voilà, qui est en fait qui n'est dû à personne d'autre que chaque individu, et ça c'est appréciable. Je remercie tout le monde, les personnes que j'ai croisées, parce que un moment de bonheur de voir tous ces sourires. Ouais. C'est vrai que on revient un petit peu à la norme de la liberté, peut-être. Ouais. Bon, là, je sais pas, parce que bon, il y a quand même beaucoup de voitures de police, si on peut dire le mot. Évidemment, moi, j'ai croisé, on va dire 50% des gens avaient le masque. Bon, ça rejoindra un peu le sujet d'après, je pense. Même pas peur. Mais bon, eux, ils l'avaient. Mais sous le menton, là. C'est pour la barbe. C'est pour cacher la barbe, pardon. Donc, je vais chercher le mien. Bon, voilà, donc la normalité, peut-être qu'eux, ils auraient aimé se promener aussi autour du Cap, mais ils étaient en service, quoi. La normalité, c'est quoi je peux pas dire que c'est forcément d'être à nouveau libre autour du Cap. Parce que finalement, cette liberté, chacun peut se l'accorder. La liberté du sourire aussi. Mais là, franchement, très avenant de tout le monde. Alors, il y a encore, quand on croise des gens qu'on connaît, ça m'est arrivé tout à l'heure, il y a encore une petite distance qui, au fur et à mesure du dialogue, s'efface. Il n'y a pas la bise, il n'y a pas ci, il n'y a pas là, mais bon, c'est pas grave. Les sourires sont revenus, les yeux pétillent, et franchement, ça m'a fait plaisir. D'accord. C'est le retour à la normalité pour toi, petit à petit, ça?
Non, je n'ai pas trop la notion de normalité, parce qu'en fait, pour moi, la notion de normalité, elle peut être contrariée à tout moment par une obligation quelconque. Elle est intérieure, la normalité. Si on peut jouer sur son état d'être profond, on peut passer à côté des gens complètement dits anormaux, mais je précise bien, dits anormaux, mais finalement au fond d'eux-mêmes, ils sont comme nous tous, sont des êtres humains. Après, ils ont tous des capacités plus ou moins grandes à évoluer au milieu d'autres êtres humains. Donc ils vont être plus sensibles à des attaques diverses et variées. Mais finalement, je ne sais pas si on peut appeler ça de la normalité quand même. Je vous renvoie la question, chers amis. Très très bonne question. Mon cher Robert. Ouais. Alors, attention, il se prépare. J'aimerais revenir un peu sur un truc qu'a dit ta petite vidéo, là, ce psychiatre là. C'est curieux d'entendre un psychiatre dire l'envie d'être comme les autres. Je ne sais pas d'où dire ça. Ça me semble une inférence assez extraordinaire. Par contre, il vaut mieux parler, à mon sens, de modélisation, c'est-à-dire qu'on apprend en modélisant les autres. C'est notre façon d'apprendre. Quand on est enfant, on va modéliser ses parents, on va modéliser ses amis, on va modéliser ses professeurs, etc., etc. C'est pas envie d'être comme les autres. C'est que l'être humain fonctionne comme cela. Il modélise. Voilà. Il n'y a pas d'envie là-dedans. Je veux dire, c'est un peu... J'ai trouvé ça un peu hallucinant, cette formule. Donc, oui, en modélisant, ce qu'on va modéliser pour nous va devenir normal. Puisque mon père fait ça, ben je fais ça. Puisque ma mère fait ça, ben je fais ça. C'est normal pour moi. Hein, elle est là, la norme. La première norme qu'on va apprendre, ben c'est celle qu'on a appris par la modélisation de nos parents et de toutes les personnes qui ont compté pour nous, qui font partie ou de notre famille, ou de nos amis, ou des gens qu'on a croisés, voilà, qui étaient des amis de nos parents, ou les gens qui ont... enfin, je sais pas, tous les gens qu'on a pu rencontrer petits, quelque part, on en a retiré des choses. Et ça, petit à petit, ça nous a construit quelque part, et ça nous a fait faire, comment on peut dire, on a commencé à faire, on a fait des choses parce qu'on a trouvé que c'était normal de les faire, parce que les personnes références sur lesquelles qu'on avait modélisé les faisaient. Il n'y a pas à chercher plus loin, hein, je veux dire, c'est simplement du copier-coller quelque part. Et l'être humain apprend par copier-coller. Et c'est ce qui fait sa force, parce qu'il n'a pas besoin de réinventer la roue à chaque génération. Ses ancêtres, ses parents, etc., lui expliquent ce qu'est une roue. Hein, c'est ce que le bon tonton Alfred Korzybski, dans la sémantique générale, disait que l'être humain est un time binding, c'est-à-dire qu'il y a un lien dans le temps. C'est-à-dire que nous évoluons parce qu'on est lié dans le temps à nos ancêtres. On n'a pas à réinventer tout à chaque génération. On reçoit chaque fois un bagage culturel de plus en plus grand, de plus en plus vaste, parce que ce bagage culturel, au fil des générations, tend à s'étendre. Hein, et ça, c'est pour toute civilisation, même les civilisations anciennes, les bagages culturels, c'est toujours agrandi d'une génération à l'autre. Hein, ce que les gens apprenaient est devenu de plus en plus vaste, jusqu'à aujourd'hui. Hein. Voilà, donc c'est un peu ça de voir que l'être humain a cette faculté-là de recevoir
l'héritage des anciens. Hein. Nos enfants d'aujourd'hui, ils ont reçu le téléphone portable dans leurs mains. Moi, je l'ai, comme vous deux, quand j'étais gamin, j'avais pas ça. Bien sûr. Hein. Moi, je suis né à une époque où, chez mes parents, il n'y avait même pas un frigo électrique. Il y avait un frigidaire où on mettait de la glace dedans. Hein. Voilà. Donc, les progrès, alors que ce soit des progrès techniques, que ce soit des progrès culturels ou etc., s'accumulent et on en devient le dépositaire quelque part. Donc, et ce dépôt que l'on acquiert petit à petit, c'est pour nous la norme. On peut l'avoir comme ça, c'est une façon de l'avoir. Hein. Dans un premier temps. Juste, si je peux juste faire une petite parenthèse. Ouais. Au niveau, par rapport à mes pratiques et au niveau de la psychologie chinoise traditionnelle, attention, j'entends. Et la médecine chinoise le dit, hein, et ça se vérifie beaucoup, c'est que, en fait, le père ou la mère font une certaine transmission. Mais, donc, ils vont faire tout ce qui est, entre guillemets, basique. C'est-à-dire, justement, une roue, un vélo, machin, etc. Par contre, tout ce qui est plus profond, interne, plus yin, il est connu et reconnu que cela vient du grand-père ou de la grand-mère. Donc, c'est déjà 2 générations qui travaillent pour une future, une en devenir, comme on pourrait dire. Donc, ça, c'est important à noter. Pourquoi ? Parce que finalement, des fois, on peut se poser la question, se dire, mais tiens, mais c'est bizarre. Pourtant, un père ou une mère, ils vont dire, mais nous, on fait pas ça. Comment ça se fait on ne sait pas d'où ça vient. Il est doué en telle ou telle matière. Et finalement, si on creuse un peu, et on fait souvent ça dans l'interrogatoire de médecine chinoise, c'est-à-dire qu'on essaye de savoir si la personne connaît bien ses grands-parents. Alors, cela va de la connaissance jusqu'aux pathologies. Voilà. Donc, il y a la transmission est dans les gènes et elle est profonde. Alors, est-ce que c'est de la normalité ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça se vérifie quand même depuis plus de 3000 ans. Et souvent, en tant que thérapeute en acupuncture ou en shiatsu, on gagne un temps fou dès qu'on a un peu ces données. Donc, pour nous, de poser cette question, ça devient une normalité. Et qui rejoint la normalité de l'être que l'on a en face de nous. Vous voyez, c'est cette notion d'unité qui se retrouve, des fois, les grands-parents sont plus là, hein, mais ce qui s'est passé, ce qui a été transmis à travers les gènes est là. Ouais, c'est assez intéressant, je trouve, de ce point de vue-là. Donc, on peut avoir des parents très calmes et un enfant agité. S'il y a eu des souffrances à un moment donné de la part des grands-parents, ça peut se retrouver. Donc, on va dire, oh là là, mais il n'est pas normal celui-là. On peut entendre ça. Hein, alors que c'est peut-être justement une certaine normalité. Ouais, pour rebondir là-dessus, au niveau de la norme, juste une petite précision avec la définition du Larousse de ce que c'est la norme. C'est une règle, c'est un principe, je vous l'affiche donc à l'écran, une règle, un principe, un critère, évidemment, auquel se réfère tout jugement, se fonder sur la norme admise dans une société, donc comme l'évoquaient Manu et Robert tout à l'heure, c'est un ensemble de règles, de conduite, donc de là peut venir la transmission effectivement, que vous évoquiez, qui s'impose à un groupe social, voilà, de façon plus globale, hein, finalement. Oui. Oui, il y a aussi cette norme-là. Donc, bon, il y a évidemment
Là, ce dont je parlais tout à l'heure, c'était ma norme personnelle, on va dire, c'est-à-dire la norme que j'ai héritée de mes ancêtres, hein, sur plusieurs générations sans doute. Ça, c'est évident. Alors que ce soit génétique ou pas génétique, mais bon, il y a une transmission de toute façon qui s'est faite, peu importe. Après, il y a l'autre norme, c'est-à-dire la norme de la société, la norme sociétale. Hein. Et cette norme sociétale, ce qu'il faut bien aussi se rendre compte, c'est que c'est une pure construction. Hein. C'est une pure construction des individus qui composent cette société. On va dire telle chose est normale et telle autre ne l'est pas. Hein. Par exemple, on a considéré jusqu'en 1958 qu'il n'y avait que les hommes qui devaient voter. C'était normal. Hein. Bon, aujourd'hui, ça nous semblerait totalement délirant que les femmes ne puissent pas voter. Mais jusqu'en 1958, c'était normal. Hein. Voilà, donc ça, c'est les règles, c'est tout ce qui va être construit par notre société, qui va définir à la fois sa façon de fonctionner et qui va aussi définir un contexte juridique. On va dire ça, on peut le faire, ça, on ne peut pas le faire. Il y a un cas particulier à l'écran là. C'est toi. J'ai pas compris. Tout seul ou toute seule. Ouais. Et donc, quand le seul repère que tu as, c'est toi, car tu t'es fait tout seul ou toute seule. Oui, de toute façon, je pense qu'on se fait tout seul. Il y a la transmission, mais après, on a un libre arbitre. Hein. Et puis, il y a un changement. Il ne faut pas oublier l'expérience là-dedans. Hein. L'expérience de vie, elle sert à quoi? Elle sert aussi à pouvoir normaliser ou justement plus normaliser ou faire différemment nos propres expériences et de pouvoir les améliorer. Je crois que tous, bon, même si c'est un petit peu généralisé, nous pouvons dire que du matin au soir, nous apprenons des choses, que dans l'expérience de la norme, de notre normalité finalement, de l'indépendance là-dedans. Après, c'est à chacun de se dire, mais finalement, peut-être à un moment donné, comment je peux faire mieux. Voilà. Oui, ça nécessite quand même d'avoir la chance de rencontrer quelques, bon allez, je dis un gros mot, hein, mais quelques guides dans sa vie qui vont pas forcément rester toute notre vie, mais si on est attentif, par moment, on va rencontrer quelqu'un qui va nous dire quelque chose qui est important pour notre futur. Alors, on le prend, on le prend pas, et là, des fois, on peut perdre un peu de temps. Voilà. C'est jamais perdu. Moi, je pense que toujours, quelque part, ce qu'on a entendu, on l'a dans un petit coin de son cerveau. Et le moment opportun, ça ressortira. Mais il faut quand même être attentif. Parce que la normalité pure, elle peut être des fois aussi, elle pourrait, je vais soulever une question, hein, ennuyeuse. Oui, pour revenir là sur ton idée, j'aime bien, et je pense que tu vas apprécier. J'aime bien la formule « tout est gourou ». C'est-à-dire tout est gourou. C'est-à-dire que tout est gourou, ça veut dire que je peux retirer des leçons de tout ce qui se passe. Ah oui, d'accord. Oui, par rapport à l'expérience. Oui. Par rapport à l'expérience, c'est-à-dire que soit il y a des gens qui vont être totalement fermés, bloqués sur eux-mêmes et qui vont faire toujours pareil et qui ne vont absolument tenir aucun compte de ce qui se passe à l'extérieur. Et d'autres qui vont plutôt être dans ce sens-là. Alors ça, je pense que c'est assez oriental comme vision, et qui vont considérer que tout est gourou. C'est-à-dire que bon, il se passe quelque chose, que ce soit un événement naturel ou que ce soit quelque chose qui se passe avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça m'apprend? Tout à fait. C'est une façon de se positionner soi-même par rapport à la vie, c'est de se dire la vie, soit je me bats contre la vie, je vais imposer ma façon de vivre, etc., aux autres, etc., et je veux que que la vie m'obéisse, je veux tout contrôler, etc., ce qui est le cas de beaucoup de personnes actuellement, soit je tire des leçons de chaque chose qui m'arrive. Ça s'appelle peut-être la sagesse aussi, ça s'appelle peut-être de la philosophie, ça s'appelle ce qu'on veut, mais je veux dire, c'est une autre façon de
de se positionner par rapport à la vie. Et moi, j'aime bien c'est pour ça que j'aime bien cette expression que je pratique depuis longtemps, tout est gourou, parce que j'ai toujours à apprendre. Je ne sais pas tout et je ne saurai jamais tout. Ça, c'est la truc de base. Hein. Souvent, Je ne saurai jamais tout. J'ai toujours à apprendre, j'ai toujours à me perfectionner, à m'améliorer et à retirer des choses de ce qui est autour de moi. Absolument. D'ailleurs, Isa, là, Robert vient de répondre à ta question. Tout simplement. Bon, déjà, c'est une croyance limitante de rencontrer des gens négatifs. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour toi, négatif ou positif. Bah ouais, faut l'expliquer. Mais si tu veux, il répond parce que de l'expérience, de façon qu'elle soit dite négative ou positive, il y a quelque chose à apprendre ou pas. Voilà. Après, on rentre dans la systémique, c'est-à-dire que quand c'est recommencé, évidemment, on rentre dans une norme systémique, c'est-à-dire que finalement, c'est recommencé à souhait, mais le changement, il vient de soi, il vient pas des autres. Manu. Oui. Là, je partage complètement ton point de vue. Les premières expériences de la normalité, si on s'en souvient, pour certains, c'est par exemple, quand on est gamin, on va mettre ses mains au-dessus de la bougie, hein, et puis, puis on va hurler. Après, les parents, c'est rien, c'est normal, hein, qui est-ce qui n'a pas connu ça? Mais non, c'est pas normal. Il y a peut-être d'autres moyens d'appréhender ça. On la place un peu trop facilement, la normalité. Personne n'a la même éducation, personne n'a la même réaction. Personne, chaque être est tellement un être à part entière et unique que finalement, quand on se construit, ça dure toute la vie à mon sens, mais quand on se construit, puisque tout est gourou, c'est à nous, petit à petit, de rentrer dans le schéma, de dire, tiens, ça c'est... Ah oui, il faut que je m'en souvienne, et puis ainsi de suite. Ça, malheureusement, je peux rien y faire, donc il y a l'acceptation qui rentre aussi là-dedans. Mais après, mettre normalité, des fois, c'est un peu trop rapide, je dirais. Moi, je préfère essayer de appréhender les choses peut-être autrement, dans l'éducation en tout cas, mais c'est à débattre. J'ai pas tellement bien compris ce que disait Isa. Isa Amouad. Voilà. Désolé, la suite n'est pas très bonne, mais si elle pouvait nous marquer une petite, ce qu'elle entend par là. Elle vient de faire un petit nouveau commentaire que je viens de vous mettre là. Donc cela veut dire que la normalité ne vient pas forcément de l'éducation, c'est du bon sens, c'est la logique. Voilà une bonne question. Alors messieurs, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que c'est du bon sens, c'est la logique, la normalité ou pas? Alors moi, juste avant que vous répondiez. Qu'elle entend par là. Attends. Pardon. Je t'en prie, Robert. Ouais. Juste avant que vous répondiez à est-ce que la normalité ne vient pas forcément de l'éducation et du bon sens, ça c'est la définition de la normalité. Tout à l'heure c'était la norme. Donc la normalité, un exemple en psychiatrie, est un caractère heureux des relations aux autres et à soi-même. C'est pas cet aspect-là qui est important. C'est l'autre deuxième partie de la phrase qui est, je pense, le plus à prendre en compte. C'est-à-dire que la relation puisse être la nature des conflits sous-jacents. C'est-à-dire que peu importe en fait ce qui se passe, il y a peut-être une normalité d'apprendre quelque chose. Je vais vous mettre une petite vidéo justement sur cette norme-là, si vous voulez. Et je pense que ça peut répondre de manière un petit peu différente aux questions qui sont posées depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est quelque chose que j'ai vu il y a plusieurs années. Mais je pense que ça, justement, ça pose la question que pour certains, je pense, en tout cas, pouvoir déceler qu'il y ait une responsabilité individuelle ou pas, ou une responsabilité externe. Là, effectivement, on s'aperçoit qu'un petit peu tout est lié, mais finalement, c'est à chacun un petit peu de
prendre aussi ses responsabilités là-dedans. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? C'est là que ça devient She's le now plus intéressant. conforming Hein. to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Donc là, les personnes dites test sont parties. Et voilà. Tout le monde le faisait. Donc j'ai pensé Think que c'était she'll ce qu'il teach the fallait new guy faire. what to do? Et bim. Et voilà, on y est. Bim. We kept Eh the oui. cameras rolling as more pas unsuspecting terminé. patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Devenu la Here norme to pour tous. explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, Ah, rebelle. eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act is that similar forces are subconsciously shaping the way you think. Eh oui. Excellent. Alors, ce qui était une expérience est devenu la norme. Écoutez, Excusez-moi. c'est exactement ce que nous devions dire. Oui, voilà. Et c'est exactement ce que nous disions tout à l'heure. Ben oui. Ben oui. L'expérience est devenue C'est la ça. norme. Voilà. Là, c'est-à-dire que je reprends ce que je disais tout à l'heure par rapport à la modélisation. On apprend par modélisation, hein, et on se modèle au comportement de l'autre. Hein. Pour dire aussi, se synchronise au comportement de l'autre. Donc, là, dans ce cas-là, on appelle ça du conformisme. Hein. Mais c'est une forme de modélisation aussi. Hein. Mais quelque part, c'est une forme idiote de modélisation, parce qu'on se conforme à quelque chose qui n'a pas de sens. Hein. L'intérêt de la modélisation, c'est pas de faire pareil que l'autre, c'est de faire mieux que l'autre. Hein. Et surtout mieux que soi-même, c'est-à-dire parce que quelque part, l'idée, c'est de travailler sur soi et de s'améliorer soi-même par la modélisation.
ça se pratique couramment aujourd'hui dans le sport de haut niveau, etc. On apprend le geste du tel tennisman ou de tel footballeur, etc. Et on tâche de faire pareil. Et on va arriver à le modéliser. Mais l'intérêt, ça va qu'on va le modéliser à notre façon. C'est ça qui est intéressant. C'est pas de faire que du copier-coller. Bien sûr, on va faire du copier. Je le disais tout à l'heure, on fait du copier-coller dans un premier temps. Ça, c'est un premier temps. Et après, on fait à notre manière. Hein? Sinon, on répéterait toujours la même chose. Si l'humanité progresse, justement, c'est que on fait d'abord en premier copier-coller, après on fait à notre façon, on fait progresser. Et puis d'autres vont nous copier-coller, etc., etc. Les animaux ne font que du copier-coller la plupart du temps. Même des animaux sociaux comme des fourmis ou ne font que du copier-coller. C'est-à-dire que depuis des millions d'années, ils font exactement la même chose. Nous, on fait du copier-coller, bien sûr, parce que c'est la base, mais après, on améliore la chose que l'on fait. Après, je voudrais juste rajouter, excuse-moi Manu, une précision dans ce que dit Robert, parce que Robert, je le rappelle, est maître praticien en PNL, en programmation neurolinguistique, et effectivement, ça fait partie de l'étude. Comment tu dis? De l'étude de la PNL. Ouais, de l'étude, voilà, de dire que quelqu'un qui sait faire quelque chose dit d'excellent ou même de bon, est paramétrable, décodable, dans le sens où nous pouvons récupérer de l'information. Je vous donne une expérience qui est plus basique, peut-être le fait de faire du vélo, bien sûr, c'est votre expérience, mais il se peut aussi que vous ayez déjà regardé les grands faire du vélo sans les petits trous, pour voir un petit peu comment ils faisaient. C'est aussi déjà adopté, si vous voulez, dans l'expérience. Bah tiens, peut-être qu'il faut effectivement le fait d'observer l'expérience de l'autre quand il fait de l'adulte quand il fait son vélo, il fait lever le genou et celui-là faut le baisser en même temps, et c'est donc en fait une modélisation de déjà un petit peu ce qu'il faut faire. Après, l'expérience ramène évidemment tout le complément d'information, mais c'est modélisable. Les grands sportifs font que ça. En fait, font que modéliser la perfection du mouvement, aux orteils près, aux muscles près, pour pouvoir optimiser leur efficacité. Manu? Oui, c'est à partir de ce moment-là que les différences vont se créer, hein, parce que sinon, on restera toujours dans le paquet. Celui qui veut sortir du lot, et dans les compétitions, malheureusement, et moi je dis bien malheureusement, hein, personnellement, il y a cette espèce de vouloir être meilleur, vouloir être plus performant. C'est souvent engendré aussi, puisque les sportifs de très haut niveau sont souvent relativement jeunes, mais c'est souvent engendré aussi par c'est poussé par la famille. Parce que finalement, l'extra-performance, elle est souvent aussi pour sortir de la normalité vis-à-vis au regard des autres. Si on reste dans le même niveau dans le paquet, bon, ok, c'est un bon sportif, c'est bon. Mais dès qu'il va dépasser ce stade, c'est-à-dire qu'il va arrêter de rester à copier que le petit orteil, que le ci, que le là, c'est le but d'ailleurs, comment dirais-je, de tout entraîneur ou formateur, c'est que l'élève dépasse le maître. Hein, donc, à l'heure actuelle, ça va vite dans les sports. Bon, après, dans d'autres disciplines, c'est beaucoup plus long. Mais quand même, et il y a l'espèce et là, je reprends, il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure, il y a la peur du candidaton, il y a des peurs qui viennent se rajouter à ça. Hein, ah non, j'ai pas été bon, tout ça, mais j'avais la pression, c'est une forme de peur, hein, c'est de dire de la pression de ne pas y arriver. Alors là, on est entre deux normalités, si on peut dire. Donc celui qui s'en fiche et puis qui va se lâcher et qui va peut-être y arriver, et puis celui qui reste dans sa peur de sortir. Il y a aussi, il faut le vouloir sortir de sa normalité, hein, ou de celle correspondant aussi au regard des autres. Il y a cette histoire il y a un mélange, hein, entre les peurs, les jugements,
Bon, après, là, la famille n'est pas toujours forcément meilleure conseillère. Mhm. Et là, on a oui, il y a une parole assez juste là, le piège de la liberté d'être. Mais voilà, ça rejoint une peur. C'est encore une fois. Donc, on retrouve, on s'approche souvent, je pense, même pas peur. Ouais. Oui, je dirais même que, ben oui, peut-être que, qui c'est qui a dit tout à l'heure la norme, il faut dépasser la norme, enfin, je sais plus, dépasser la norme, oui. Moi, je dirais même, il faut réveiller la norme, parce que la normalité, ben, ma foi, ça va pas nous mener loin, hein. C'est, pardon? Donc, je C'est disais quoi? qu'il fallait réveiller la norme, parce que la normalité, Ah oui. elle Oh fait là là dodo, là. hein. Toi aussi, tu fais dodo, là. Oh là là, Robert. Robert, Ah oui, là, t'es tellement fort pour moi, celui tu que ne j'ai pouvais du pas mal. l'arrêter. Et oui, la Bravo. normalité. Et oui, mais quelque Ouais. part, ce jeu, enfin, cette plaisanterie, je veux dire, oui, euh, on a resté dans la norme, ça mène à rien, quelque part, hein. Et si on reste dans la norme, on n'invente rien, on ne crée rien, on ne fait que répéter. Donc, c'est du copier-coller pur. Et ça, enfin, ça, bon, ça sert pas à grand chose à mon sens. Les personnes qui ont fait évoluer notre société, c'est les gens qui sont sortis de cette norme, hein. C'est jamais la majorité des gens qui dorment quelque part qui font avancer les choses. Ce sont toujours des marginaux, des gens qui ont bien sûr, ils ont subi ou accepté, peu importe comment on le dit, une norme quelque part, et dans un premier temps, comme tout le monde, mais eux, ils ont réussi à s'en sortir de cette norme-là, hein, et à faire des choses différentes, hein, et à créer des choses pour Et des ouais. inventeurs ou des choses comme ça. On ne peut pas être inventeur si on reste dans la norme. Le mouvement. Voilà, toujours Mmh. pareil. C'est-à-dire Mmh. qu'on va, dans toutes les choses qu'on a apprises, on va télescoper deux choses qui s'étaient jamais télescopées avant, et puis ça va nous faire peut-être arriver à une troisième chose, etc. C'est ça aussi, sortir de la norme. Si on respecte évidemment tout ce qu'on nous a toujours dit et qu'on n'a jamais rien remis en cause, oui, là on est dans le plus parfait conformisme abominable. Je veux dire, c'est ce que démontre ce petit film. C'est le conformisme total. Je veux dire, il y a pas, il y a aucune pensée là-dedans. Il y a rien. C'est vraiment un comportement quasi non conscient. Je veux dire. On peut dire que les personnes la première personne qui fait ça, elle est dans un état d'hypnose profonde, quelque part, je veux dire, hein. Ce que, quelque part, la plupart des gens, dans lequel, quelque part, la plupart des gens se retrouvent. Je pense qu'il ne faut pas hypnotiser les gens, il faut les déshypnotiser, hein, justement, de leurs normes familiales, sociales, etc., etc. Et qu'ils arrivent à faire les choses un peu d'une façon différente, et un peu à leur façon. Faut ouvrir la cage. Eh oui. Justement, en ouvrant la cage, je pense la normalité, effectivement, c'est une norme, et en quoi le fait que ça soit une norme C'est pas représente le fait que ça soit une identité, ça n'a rien à voir. Mmh. Je pense qu'il est important de scinder la norme et l'identité, hein. Je vois des questions qui font des parallèles. Non, c'est vraiment deux choses complètement différentes. On peut avoir une propre identité à l'intérieur d'une norme, même de façon globale. Et pour aller dans le mouvement, finalement, parce que c'est un petit peu ça qui fait l'apprentissage, c'est ça qui fait aussi que la vie peut être intéressante, et que dans cette fonction de mouvement et d'apprentissage, je voudrais un petit peu vous montrer cela. Pourquoi ? Parce que tout simplement, alors hop, j'enlève ça. Tout simplement, nous étions dans une norme en fait au niveau sociétal, métro, boulot, dodo.
et que nous sommes passés à une autre norme, qui est le confinement. Mais il s'est passé des choses pendant ce temps-là. Et ce qui est important là-dedans, en fait, d'apprendre de ça aussi, je pense, par rapport à la normalité, c'est que à partir du moment où une norme peut éventuellement changer, ou des normes peuvent éventuellement changer, il y a comme un effet papillon, en fait, là-dedans, et le système, en fait, bouge. Et le système bouge de façon proportionnelle, et de façon, je trouve, plutôt assez intéressante. Il fait enfin bon respirer. Ça fait peur quand même. Donc voilà, le petit reportage de TV5 Monde que je trouve, en quoi je l'associe à la normalité, c'est que quand elle change, des choses bougent, des choses changent. Ça, c'est une métaphore parallèle avec vous, avec votre propre vie. Hein. Finalement, ça aussi, ça vous appartient à vous, à soi, à moi, à toi, de pouvoir dans le système, de s'intégrer dans le système de normes au mieux possible, finalement, par un système de négociation aussi. C'est quelque chose que je vois pas souvent dans les discours. C'est-à-dire que, pour reprendre un petit peu ce que tu disais, Robert, la dernière fois, c'est beaucoup de dualité, c'est-à-dire, ou Manu, toi, avec le yin et le yang, c'est-à-dire que la position du plein ou du vide. Je pense que il est important que vous preniez en compte aussi que la négociation existe. La négociation, c'est aussi créer des choix et créer d'autres possibilités nouvelles. Et ça passe par vous. Voilà, ça passe par l'individu et ça passe par soi. Hein. C'est ce que moi, d'une manière un petit peu globale et générale, pour rejoindre un petit peu ce que disait Robert, qui est de sortir de l'état hypnotique. Je l'entends parce que, c'est-à-dire, c'est à un moment donné de pouvoir apporter un point de vue différent sur l'expérience, malgré qu'il y ait des normes, malgré que la normalité peut éventuellement évoquer ou obliger à. Cependant, c'est possible. Je vais vous raconter une histoire qui est perso. Moi, je me suis fait tatouer l'avant-bras il y a 4 ans de ça. Mon employeur à l'époque avait demandé, là où je travaillais, si ça embêtait effectivement que j'ai un tatouage sur l'avant-bras. Il y a 4 ans. Hein. Je vous parle pas de ça il y a 25 ans. Pour vous dire que certaines normes ont quand même de difficultés à avancer. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que moi, je l'ai fait quand même. Hein. Voilà, c'est pas parce que à un moment donné, sa norme à lui, c'était de masquer ou pas un tatouage, que moi, ça m'interdisait de le faire.
Voilà. Si après au travail, il m'oblige à le masquer, mais il m'aurait donné de quoi le masquer. Mais en tout cas, moi, le tatouage, je l'ai fait, ça m'appartient. Je pense que c'est ça qui est un petit peu important à entendre, c'est que à l'intérieur de normes, à l'intérieur euh, d'un système, il y a possibilité de négocier aussi à un moment donné ce qui est important pour vous, tout en respectant le système de la loi. Voilà. Oui. Qu'est-ce que vous vouliez rajouter, monsieur, là-dessus? Bien sûr. Oui, non, revenir là sur ce que j'ai vu passer. Oui, la norme, c'est pas la vérité de Sylviane. J'arrive alors. Attends, j'enlève ça. Il dit la norme, c'est pas la vérité. Effectivement, la vérité n'existe pas. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas une vérité avec un grand V. Hein. C'est ce qu'on disait l'autre fois. Hein. Il y a le territoire, mais nous n'avons qu'une carte. D'accord. Donc la norme qu'on va définir en tant qu'être humain, société humaine, c'est la carte que nous construisons. Et cette carte, elle peut sans arrêt évoluer. Hein. Mais il n'y a pas une vérité sur laquelle se conformer. Hein. C'est ce qu'on a essayé de faire. L'être humain, il a souvent voulu faire. Il y a des idées, et souvent il y a des idées très nocives qui ont été produites par rapport à ça, justement. Hein. On a dit, par exemple, voilà, il faut faire comme en fait, l'être humain, c'est comme les animaux. Les animaux, c'est la loi de la jungle, donc les êtres humains, c'est ça, c'est la loi du plus fort, etc. Et je dis, c'est des idées extrêmement nocives, ce genre de choses. Hein. Et en plus, qui sont totalement fausses, hein, dans le sens où il y a plus d'exemples de coopération entre animaux que d'exemples de compétition et d'élimination entre animaux. Hein. Donc, c'était qu'une façon de voir les choses. Hein. Et on fait passer des idées comme ça. Comme on a fait passer un truc qui m'a amusé par rapport aux fourmis, par exemple, où au 19e siècle, en observant les fourmis, etc., on a dit c'est la société parfaite, tout le monde travaille, tout le monde a un rôle, etc. Et il faut, l'être humain doit vivre comme ça, je veux dire, dans cette chose-là. Et dernièrement, paraît-il, des gens se sont aperçus que chez le monde des fourmis, il y a des fourmis qui ne font rien. Oui. Strictement rien de la journée. Alors, j'ai lu aussi, c'est très récent. Elles ne soulèvent pas le moindre miette, pas le moindre brindille, rien du tout, elles sont là. Bon. Alors, on ne sait pas, peut-être qu'elles chantent des chansons aux autres, peut-être que, je ne sais pas, ou elles les encouragent, allez-y, allez-y. Bon, on ne sait pas ce qu'elles peuvent faire. C'est possible. Bon, en tout cas, il y a une individualité, a priori. Voilà, apparemment. Bon. Donc, ça écroule le modèle de la fourmi, etc. Ouais. Chaque fois que l'homme a voulu se donner ce genre de modèle et tout, et fabriquer des idéologies, ça devient catastrophique. Je veux dire, parce que après, on peut se conformer justement à des choses qui sont observées d'une façon totalement biaisée, et après, on veut vivre de cette façon-là. C'est ridicule. Oui, absolument. Ouais, c'est une étude récente en plus que j'ai vue. C'est vrai il parle de fourmis feignantes, de fourmis qui seraient même presque syndicalistes. Enfin, c'est assez impressionnant. Comme quoi. Après, chacun va projeter ce qu'il veut dessus. Hein. Oui. Quelqu'un de droite, il va dire ah ben non, c'est des fourmis, c'est des fonctionnaires supérieurs. Quelqu'un de gauche, il va dire ah non, mais c'est les banquières, c'est les comment on appelle ça, ceux qui touchent, c'est les rentiers. Voilà, donc, après, on va projeter tout ce qu'on veut dessus. D'accord. Bon. Pour répondre à ta question, Isa, justement, c'est ce que nous sommes en train de dire par l'étude qui est sortie. C'est pas si sûr que ça, justement. Non, pas tout. Pas tout. Manu, qu'est-ce que tu voudrais rajouter sur la normale ou l'anormale avant de passer peut-être au thème suivant? Disons que s'il y a des fourmis qui ne font rien, moi je veux bien les aider. Ça c'est vrai ça. Je prends. Et si elles ont besoin d'en parler, elles peuvent venir.
Ah ouais. Ouais, enfin, pas trop nombreuses, qu'on soit tranquille. Une à la fois. Hein. Maintenant, et voilà, bon, bah, pour revenir à ce qu'on disait avant, vous savez, souvent quand je dis bah, je fais de la méditation, on me dit ah ouais, mais tu fais rien alors. Alors c'est vrai que il y a certaines idées, voilà, pour certaines personnes, il y a des normes. Donc méditer, c'est ne rien faire. Après, ben, je sais pas, ils ont sûrement leur point de vue sur qu'est-ce qui est normal de faire ou pas faire. C'est à chacun aussi, en fonction de son évolution d'être humain, de s'accorder ou pas avec les normes dans notre société. Loi égale règle égale norme. Fiona, elle est remontée. Hein. Robert, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport au Ouais. premier thème avant que l'on passe au deuxième ou... Juste là, je vais passer le mot religion. En fait, c'est pas tant des normes qu'il y a dans la religion, c'est plutôt des dogmes. Hein. C'est-à-dire, ce sont des choses qui ne se remettent pas en question. C'est comme ça. Ouais. C'est une loi fondamentale. C'est des dogmes, voilà. Voilà. Donc, c'est une pensée, c'est une pensée dogmatique, c'est une pensée avec des certitudes. Hein. C'est pas négociable. C'est pas négociable. Hein. Mais il n'y a pas que dans la religion qu'il y a des gens qui ont des pensées non négociables, hein, je dirais, qui ont des certitudes. Le pire, je pense, aujourd'hui, chez l'être humain, c'est d'être rempli de certitudes. Et d'avoir des dogmes, d'avoir des choses qui ne sont pas remises en question. Tout le travail, à mon sens, d'un être humain, c'est de remettre toujours tout en question, de douter, hein, parce que le doute, dans ce cas-là, c'est un doute constructif, c'est un doute qui va apporter un autre point de vue. Mais accepter tout et être dans le conformisme, c'est une catastrophe. Et combien de gens ne sont que là-dedans, hein. Ou alors, ils peuvent passer dans l'anticonformisme, qui est une autre forme de conformisme. On revient à la dualité exprimée ultérieurement. Voilà. Alors qu'il faut sortir simplement du conformisme, d'être aconformiste, hein, sans conformisme, sans dogme. Hein. C'est ça l'idée. Hein. Enfin, c'est ma façon de voir les choses. Hein. Bien sûr. Ah oui, bien sûr, ça t'appartient, bien sûr. Manu. Oui, c'est vrai que, bon, pour revenir à ce que disait Robert à l'instant, en ce qui me concerne, moi, je ne le vois pas, mes pratiques, enfin le taoïsme, comme une religion. Hein, je le vois beaucoup plus comme une philosophie de vie. Justement, c'est vrai que depuis tout jeune, hein, suite à une expérience malheureuse, vous savez, au moment de la communion ou des choses comme ça, genre, il fallait avoir fait la communion, il fallait avoir fait ceci. Fallait avoir fait, j'ai connu ça. Et déjà, bon, moi, j'ai dit non. Et bon, pour l'histoire, le jour de la communion, j'ai dit à ma mère, oui, je vais y aller. Et puis, en fait, je n'y suis pas allé. Donc, c'est vrai que toute la journée, je me suis posé des questions, puis j'ai dit non, je peux pas. Donc déjà, je sentais que, bon, en tout cas, cette normalité-là, j'en voulais pas. Donc je suis resté. C'est de là que, grâce à mon père, j'ai pu m'intéresser à des philosophies de vie. Et au lieu de m'engueuler, il a été mon premier guide, même à ce niveau-là. Donc ça, c'est important. La réaction que nos parents, puisque pour revenir à ce qu'on disait au tout début de l'émission, la réaction de nos parents, elle est importante aussi, parce qu'elle va nous faire gagner ou perdre du temps dans des orientations, peut-être. Voilà. Voilà, mon cher Laurent. Ok, messieurs, quelque chose d'autre à rajouter? On passe au thème suivant? On peut passer, oui. Ouais. On peut toujours revenir, on a le droit. Hein. On peut toujours revenir, parce que le but d'avoir peur, c'est que des fois, quand on a trop peur, justement, ça permet de revenir.
ouais. N'est-ce pas? Dans le système, quand on a trop peur, vous savez, quand on a trop peur un petit peu d'aller devant, ah ben justement, nous reculons et nous revenons un petit peu dans la normalité. C'est pour ça un petit peu que j'ai mis ces deux thèmes avec mes invités que nous avons parlé la dernière fois. Et que justement, ce qui est assez intéressant, c'est de se dire que peur ou même pas peur de pouvoir changer cette norme ou de pouvoir être normal ou anormal. Ah ben déjà aux enfants, on leur explique que c'est peut-être simple, mais pas si simple. J'ai peur du ballon jaune qui se dégonfle. Alors je vais chercher le rose. J'ai peur des yeux de papa quand il me gronde. Alors je me cache dans ses bras. J'ai peur de l'aspirateur qui crie. Alors je le fais taire et c'est mon cheval. J'ai peur du grand méchant loup dans le dessin animé. Alors je le dessine gentil. J'ai peur du tourbillon des toilettes qui emporte tout. Alors je tire encore la chasse. Toute cette eau, c'est rigolo. J'ai peur des voitures qui vont si vite dans la rue, mais pas quand c'est moi qui conduis. J'ai peur du chien que je ne connais pas, mais pas de Kiki. Ah, tu vois, ils changent le point de vue en fait. J'ai peur de mon frère quand il me fait bouh. Alors moi je vais lui faire bah. J'ai peur du dinosaure que je trouve vilain. Alors je le rends joli. Alors voilà, comme on explique un petit peu à un enfant, peur ou pas avoir peur. C'est le changement de point de vue. Hein. Donc c'est assez binaire. C'est vrai que par contre, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est l'apprentissage de la flexibilité, de la pensée. C'est-à-dire que, en plus, le petit livre, vous savez, il y a un côté blanc et un côté plus foncé à chaque fois. Qui représente un petit peu la notion de bien et du mal, toujours dans cette dualité, hein, mais bon, après ce qui est intéressant, c'est que ça amène un point de vue de dire que oui, sur une même expérience, quand on a peur dans une expérience, nous pouvons effectivement aussi poser un point de vue différent sur la chose, voilà, et qui devient plus une peur, voilà, et qui devient même pas peur en fait. Je vous avoue que j'ai recherché beaucoup de choses sur la peur et j'ai pas trouvé grand chose. En outre, ce que je trouve intéressant là, c'est que déjà très jeune, voilà, il leur apprend un petit peu à changer le point de vue sur les choses et donner un peu de flexibilité. C'est le point positif que je trouve à ça. Voilà. Après, c'est très binaire. Voilà. C'est des affirmations finalement. L'idéal, si vous voulez, là-dedans, ça serait de poser, pour ceux qui ont des enfants en bas âge comme ça, de leur poser la question comment eux, ils pourraient ne plus avoir peur. Voilà. Je pense qu'il vaut mieux perdre 5 minutes à lui poser la question, lui, comment il pourrait avoir peur, quitte à prendre ses jouets dans la chambre et qu'il puisse lui faire sa métaphore avec ses jouets, que plutôt que de prendre le temps de lire un livre comme ça qui peut-être l'aiguille de façon trop... avec une idée unique, quoi. Voilà. Enfin, bon, c'est une réflexion personnelle, hein, même. Voilà. Donc peur, même pas peur, messieurs. Troisième volet. Alors, est-ce qu'on a peur, on n'a pas peur? J'ai peur de commencer. Ouais. Mais c'est un sujet super difficile, je trouve. Même la normalité, je trouve que c'est des sujets super difficiles, effectivement. Là, oui, parce que pas de la simplicité. La peur, c'est un peu partout, et c'est vrai que ça fait peur toujours un petit peu d'en parler, quoi. Voilà. On ressent bien les résistances, enfin, c'est les mots qu'on peut poser en thérapie, les résistances du cerveau à même aborder un petit peu des thématiques comme ça, parce que ce sont des thématiques qui sont dérangeantes. Voilà. Mais comme nous sommes entre amis et entre nous, peut-être pouvons-nous élaborer certaines choses. Qui veut commencer, mes amis? Allez, Robert. Allez, oui. Allez, c'est parti. Donc, alors, d'abord, la peur, c'est quelque chose d'utile, en premier lieu. Hein, parce que la peur va nous éviter de faire bien des choses, va nous éviter de tomber par la fenêtre, etc., etc. Je veux dire, c'est quelque chose qui a une utilité. Bon,
Après, là où ça devient une difficulté, c'est quand on est envahi par la peur. Hein. Bon. Mais parfois, il est bon d'avoir peur, c'est-à-dire de se rendre compte qu'il y a un danger. Et après, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on s'est rendu compte qu'il y a un danger, hein? Si on reste dans la peur, c'est une catastrophe, la plupart du temps. Hein. Donc la peur va nous... je ne sais pas si vous avez vu ce film avec Will Smith et son fils, justement, qui s'appelle After Earth. Oui, After Earth. Earth, ouais. Ouais, Alors, qui est passé la semaine dernière. Ouais. Ouais, et moi, alors, bon, pour beaucoup, il a eu des critiques absolument déplorables, mais ça, on s'en fout. Mais il y a quelque chose que j'ai bien aimé dans ce film, et qui tient tout le film, en fait, c'est l'idée majeure du film, c'est que quand le père explique à son fils, le danger est réel, hein, mais la peur est un choix. C'est la morale du film, vraiment. C'est la chose la plus importante dans le film. Hein, parce qu'il dit à son fils, il explique à son fils qu'il ne faut pas avoir peur parce que l'animal qui le poursuit, enfin je ne vais pas vous raconter le film, mais l'animal qui le poursuit va le détecter parce qu'il va sentir sa peur. Cet animal est aveugle, il ne le voit pas, mais il va ressentir sa peur. Et donc, pour pouvoir combattre cet animal ou pouvoir en réchapper, l'enfant ne doit pas montrer sa peur. Il doit combattre sa peur. Ça, c'est, je trouve, très. C'est vraiment le sujet du film. Il le dit comme ça, la peur, c'est un choix. Hein. Le danger est réel, le danger existe. Hein. Tu peux te faire tuer par cet animal. Mais la peur, c'est un choix. Tu peux choisir de ne pas avoir peur et de façon à survivre. Donc, j'ai bien aimé cette formule-là parce que c'est vrai, et ça m'a fait penser qu'à 2 reprises, ça m'est arrivé d'avoir justement peur. Une fois, c'était d'êtres humains, et puis une autre fois, c'était de 2 chiens qui me poursuivaient. Sur le moment, bien sûr, j'ai eu ce déclencheur, mais après, je n'ai pas bougé, je n'ai pas changé le rythme sur lequel j'étais. Et dans le cas des chiens, j'étais sur un chemin et puis d'un coup, je marchais tranquillement. Et d'un coup, 2 chiens sont venus vers moi parce que j'étais rentré sans le savoir dans une propriété. J'ai fait tranquillement. Alors là, j'ai eu peur, bien sûr. 2 molosses qui viennent sur moi, bien sûr, j'ai eu peur. Mais j'ai tout de suite, quelque part, alors, par quel système interne ça s'est passé, mais j'ai tout de suite compris qu'il ne fallait pas que je monte cette peur. Et que surtout pas que je mette à courir, surtout pas que... Donc, j'ai simplement fait demi-tour tranquillement et j'ai continué à marcher sur le même rythme. Alors, les chiens sont arrivés, j'ai senti leur truffe dans mes mains qui me sentaient, etc. Et puis, ça s'est arrêté là. Et je suis parti. Voilà. Parce que quelque part, j'ai su ce jour-là, hein, je ne dis pas que je saurais toujours le faire, mais ce jour-là, j'ai su que en ne montrant pas ma peur, il ne pouvait rien m'arriver. Une autre fois, ça m'est arrivé aussi avec des êtres humains qui me poursuivaient dans d'autres circonstances et qui se sont arrêtés de me poursuivre parce qu'ils pensaient que je n'étais pas celui qu'ils croyaient que j'étais. Voilà. C'est parce que tu C'était à l'époque, voilà. Voilà, on va le dire comme ça. C'était à l'époque où, voilà. Manu. C'était toi qui me poursuivais. Oui, alors, c'est moi. Moi, mon frère, mon cousin. Après les épisodes de gangster de Robert. C'était la jeunesse, ça, tu sais. Oh là. Oui, alors bon, moi j'ai eu la chance de vivre par expérience ce genre de choses.
quand j'avais mon école de croisière et que j'enseignais la voile, mais au large, hein, la mer. Donc, c'est vrai que quand je disais aux gens, non, bon, ayant vécu des situations moi-même, hein, évidemment. Pas bien. Vous m'entendez pas là? Ça Si, marche, c'est un peu haché. Pour moi, c'est haché, alors je sais Ah, pas d'accord. si- Ouais, ça va. Et, Ça va, et- Manu. ouais, donc, si vous voulez, les gens disaient, ouais, mais il y a du vent, il faut qu'on y aille, il faut ci, il faut là et tout. Bon. Donc, en étant un petit peu malin, les emmener dans du mauvais temps, c'était faisable. Et donc, on a fait une sortie, effectivement, alors très fier d'eux, sans avoir bien compris que moi, j'avais pris certaines précautions, évidemment. Le problème, c'est que le temps s'est encore aggravé et que le lendemain, ils voulaient aussi sortir. Et là, ils ont essayé de faire changer la peur de côté, mais j'ai essayé de leur faire comprendre que la peur, c'était pas forcément la peur en elle-même, que le danger est là, c'est un fait, mais c'est juste aussi une affaire d'expérience. Quand on a vécu des situations, partager l'expérience, mais après, il faut pas lâcher, il faut pas avoir peur, là, cette fois, de tenir bon et de dire non, je vous emmène pas là, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Ça m'est arrivé de me faire prendre en pleine mer, au milieu de nulle part. Donc là, il faut agir en conséquence. On n'a pas le choix. Vous voyez, donc là, la peur, on est obligé de la mettre dans sa poche. Et donc même si on a une petite peur, même nous, même en tant que skipper, si on a une crainte, parce que évidemment, on est responsable des gens qui sont à bord, mais on est obligé d'être dans l'action. Donc là, on se retrouve à jouer un rôle temporisateur. On n'ira pas jusqu'à dire même pas peur. Moi, je pense que quelque part, il y a certaines situations dans lesquelles il faut dire oui, moi aussi j'ai eu peur. Bien sûr que la peur, je l'ai connue. Celui qui dit je n'ai jamais eu peur, je ne peux pas le croire. C'est impossible. Mais le reconnaître, c'est déjà en enlever un gros morceau de cette peur. Pour moi, hein, et puis petit à petit, bon, l'expérience aidant, je veux dire, on arrive à gérer de mieux en mieux. Mais je crois que la peur, tout le monde la connaît, elle existe. C'est une question de gestion. Après, une question d'être intérieur aussi. Hein. Il y en a quand on dit bien la peur au ventre. Faut savoir aussi que au niveau médecine chinoise, hein, la peur c'est relié aux reins. Les reins vestis, quand on a très peur, suite à un accident, par exemple, un accident de voiture, un accident ou de voir un accident, des fois, hein, ça peut arriver. Cette peur va se transmettre au niveau organique, et à ce moment-là, on va se pisser dessus, quoi. De peur, on se fait dessus. C'est vraiment le terme. Et là, on a une chute d'énergie des reins qui n'est pas à négliger. La peur peut induire beaucoup de problèmes physiques et psychologiques. Donc, après, il y a le ventre, etc. Donc, de retravailler certaines pratiques permet de reconstruire doucement, évidemment en accompagnant ça avec le temps, on arrive à gérer et à retrouver moins de peur. Moi, le même pas peur, quand j'entends ça, intérieurement, je rigole parce que c'est impossible. C'est impossible. Les kékés, évidemment, ils vont dire ouais, même pas peur, même pas peur. Et puis le jour où ils ont un gabarit énorme devant eux, bon, ils partent en courant. Hein. Ou s'ils sont en bande, même pas peur, puis ils sont seuls. Non, monsieur, c'est pas moi. Hein, il y a tout un schéma. À chaque fois, il y a un schéma qui induit cette peur ou pas. Mais le plus dangereux, ça peut être dangereux de dire même pas peur. Il faut vraiment analyser les choses. Bon,
l'expérience de vie fait que, heureusement, on peut gérer ça un petit peu mieux. Et on a vu le comportement évidemment, qui a été généré par l'histoire du virus. Pourquoi? Parce qu'on nous a répété, rabâché plein de choses négatives. Il n'y a pas eu de paroles vraiment posées à part certaines personnes, donc on ne va pas rentrer dans cette polémique. Hein. Mais ça n'empêche, il y a des tas de gens qui se sont retrouvés dans la peur. Et on peut le déplorer aujourd'hui. Heureusement, écoutez, il y a Laurent, Robert pour vous aider. Vous aider, je ne sais pas. Accompagner, sûrement. La définition de peur. Oui. La définition de peur, c'est comment? C'est un sentiment d'angoisse éprouvé en présence. Alors, encore une fois, c'est définition du Larousse, hein, c'est définition officielle. Hein. Sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger. Parce que dans les peurs, il y a aussi la peur d'avoir peur, etc., etc. En fait, c'est pas le sujet du soir. Donc, c'est réel d'un danger ou supposé d'une menace, souvent, sans en avoir, faire peur. Mathieu. Cette émotion éprouvée dans certaines situations, trembler de peur, ça rejoint ce que tu disais, Manu. Appréhension, crainte devant un danger, ce que tu disais tout à l'heure, Robert, qui pousse à fuir ou à éviter cette situation, mais aussi la peur du ridicule. C'est vrai, très vrai. Bien sûr. Ce qui est qui me semble important dans la définition, c'est réel ou supposé. Hein. Donc, oui, il y a des dangers bien réels. Donc, mais là, il faut faire attention. Comme on dit, il faut faire attention. Mais quand c'est supposé, ça peut même être totalement imaginé. Là, ça peut même devenir pathologique. Je veux dire, il y a des gens qui ont peur comme on dit, ils ont peur de tout. Ils ont peur de leur ombre. La moindre chose qui ne se passe pas comme ça devrait se passer, d'après leurs critères à eux, c'est la panique. Donc, il y a aussi cette différence-là à faire. Hein. Il y a des dangers réels qu'on vient d'affronter, hein, ou pas. Hein. Donc, oui, c'est des méthodes. Il y a trois possibilités. Hein. C'est fuir, combattre ou faire le mort. Hein. C'est voilà. Moi, dans les 2 exemples qui me sont arrivés, quelque part, j'ai fait le mort. Hein. C'est-à-dire que j'ai pas changé, j'ai pas fui, j'ai pas combattu, j'ai fait le mort. Bon, et ça marche. Cette fois-là, ça a marché. Je dis pas que ça marchera à tous les coups. Hein. Je sais pas qui c'est qui m'a dit, mais par rapport à un psychopathe. Oui, mais de toute façon, moi, j'ai rien à dire à un psychopathe. Et j'espère simplement l'éviter tout au long de ma vie. Voilà, de ne pas être au mauvais endroit, au mauvais moment aussi. Voilà. C'est sûr que il y a cette dimension-là aussi, hein, que on peut être là où on n'a pas de bol, enfin, où on se retrouve, je sais pas moi, pris dans un attentat ou pris dans quelque chose. Bon, là, on peut pas faire grand-chose, hein, on est d'accord. Hein, c'est une autre, c'est autre chose. Là, on parle d'autre chose. Hein. Oui, bien sûr. Mais là, je parlais simplement dans des petites aventures de la vie de tous les jours, et puis surtout aussi tout ce qu'on peut imaginer, parce que là, actuellement, avec ce qui se passe avec ce fameux virus, je veux dire, il y a une, comment on peut dire, une narration de la peur dans les médias qui est hallucinante, quoi. Je veux dire, c'est fou, quoi, ce qui se passe. Si on écoute les médias, mais c'est sûr qu'on est... Et je suis persuadé que beaucoup de gens sont totalement terrorisés par rapport à ça. Et je vois, même dans le comportement de gens que je commençais un petit peu à revoir, qu'il y a des appréhensions, on garde ses distances sociales, etc. Bon, on a accepté un tas de choses. C'est assez hallucinant. Hein. Voilà. Ouais. La peur d'avoir peur s'appelle la phobie. Oui, bien sûr. Oui. C'est ça. Et ça, là, il y a du travail à faire. Hein, je veux dire. Oui. La phobie,
Mais ça peut être un sujet, Pierre a raison, parce que ça peut être un sujet qui est intéressant parce qu'il avait aussi ça, il proposait ça aussi de différencier la peur, l'angoisse, finalement peut-être le traumatisme. Ça peut être aussi un sujet intéressant à aborder, hein, finalement. Ça. La panique, les attaques de panique aussi, c'est encore. Les attaques de panique. Oui, d'un petit peu différencier tout ça, quoi. Manu, qu'est-ce que tu voudrais rajouter? Oui, moi je dirais que à un moment donné, il y a vraiment la fonction de la peur, le style de peur qui va nous faire réagir. C'est-à-dire, comme disait Robert tout à l'heure, il parlait d'un attentat. Il n'y a rien à faire. La peur, elle est déjà passée. Là, on est dans. Je pense que justement, on va peut-être plutôt se retrouver dans l'angoisse ou pour moi, c'est encore différent. Là, on est au-delà de parce que c'est soudain, c'est inattendu. On n'a pas le temps d'avoir peur. Elle est rétroactive. Elle va l'être peut-être 24 heures après ou 48 heures après. Ça arrive souvent. Ça arrive, par exemple. Donc c'est là où je dis que ça rejoint ce que j'ai dit avant par rapport au niveau organique. Ça rejoint les reins, donc la peur. Les reins, quand ils sont touchés, c'est tout ce qui est, entre autres aussi les poils, la peau, etc. Et il est arrivé, ça c'est connu, il est arrivé que des gens qui aient subi grosse peur imprévue, donc qui n'ont pas eu le temps d'avoir peur, mais la peur rétroactive a fait que, par exemple, dans la nuit, tous leurs cheveux sont devenus blancs. Voire pour certains, ne vous sentez pas visés les gars, hein, ils ont perdu leurs cheveux. Mais non, mais c'est vrai. Et c'est bon. Alors en médecine chinoise, ça se soigne très bien, en acupuncture, en shiatsu, tout ça. Pourquoi? Parce que justement, on relance la mécanique interne avec les aiguilles ou les points d'acupuncture. Mais ceci dit, et quand je dis les cheveux blancs, c'est vraiment blanc. Hein, ils sont complètement. Mais ça, c'est pour moi, c'est déjà au-delà de la peur. On a passé le stade de la peur classique. Ah oui. La vraie peur, pour moi, c'est celle qui, par exemple, qui est rapide, qui est très rapide. Après, la peur, souvent, moi, ça m'arrive souvent de dire, mais pourquoi tu as peur? Tu peux faire quoi? Des fois, la peur, elle est là, mais on peut rien faire à la situation. Donc, si on arrive à gérer ça, alors là, c'est cadeau du ciel, parce que on va passer à côté de la peur, on va pas être atteint par cette peur. Bon, on aura eu un petit coup d'adrénaline, mais pas une peur. Donc, bon, après, il y a des gens qui aiment se faire peur. Hein. Ben oui. Ceux qui se lancent des défis ou qui lancent des défis de choses incroyables, des fois même à les regarder après, on sait que ça a réussi, mais on les regarde après à l'écran et on retient son souffle, hein, évidemment. Et là, eux, ils y vont. Ils vont au-delà. Ils essayent d'aller au-delà de leur peur. Des fois, au prix de leur vie. Bon, il y a une question pour toi, Laurent. Je vais te laisser y répondre. Oui, il y en a eu plusieurs, même celle de Pierre qui me demandait de différencier la peur et l'angoisse. Je ne saurais pas quoi te répondre. Je pense que l'angoisse, c'est quelque chose. Alors, ça reste à définir, Robert. Tu me reprends. Hein, vas-y. Je pense que la peur est projective plutôt, et l'angoisse serait quelque chose de plus orienté vers le ressenti, peut-être vers quelque chose de primaire. Voilà. Ça reste à définir. Je l'ai noté d'ailleurs sur le bouquin. Il faut que je regarde ça plus particulièrement. Pour répondre à Sylviane, la peur d'avoir peur, c'est une phobie. Voilà. La peur d'avoir peur, c'est la définition de la phobie, c'est la peur d'avoir peur.
C'est pas ponctuel, en fait. Attends, c'est pas ponctuel, c'est contextuel, ce que tu dis. Ouais. Ouais. Oui, j'aimerais revenir sur cette idée d'Emmanuel. Là, c'est vrai que la peur a aussi ce rôle-là. C'est que quand on a peur, qu'est-ce qu'on se sent vivant? Oui, exact. C'est comme quand on est très malheureux, qu'est-ce qu'on se sent vivant, hein? Ça explique bien des choses. Ça explique bien des choses, quelque part. Ça explique que certains se complaisent dans leur tristesse ou dans leur peur parce qu'ils ont l'impression d'exister. Et s'ils n'ont plus la peur ou s'ils n'ont plus la tristesse, ils n'existent plus, quoi, quelque part. Donc, c'est là aussi. C'est la peur de perdre. Et c'est de la peur de perdre. Et oui, on retourne encore à la zone de confort et à la sortie de la zone de confort. Hein. C'est la même. Oui, oui. Il y a des gens qui se complaisent dans des situations qui ont peur. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que ça peut être un alibi. À partir du moment où ils ont dépassé, alors là c'est un paradoxe, mais où ils ont dépassé la peur de dire qu'ils ont peur, à ce moment-là, ça devient quasiment une excuse ou un prétexte. Pour ne pas faire certaines choses, pour ne pas aller au-devant de certaines choses, etc. Hein. Après, ça les regarde, pourquoi pas. Hein, et puis, je pense que pour certaines peurs, il faut oser. Oser les dépasser. Je parle des petites peurs quotidiennes, hein, les petites angoisses quotidiennes, mais bon. Faut oser aller au-devant et se dire, après tout, pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce qui va m'arriver de plus? Rien. Si on réfléchit, la majorité des cas, il n'y a rien. Rien qui engendre, rien qui puisse engendrer une vraie peur. Donc là, c'est le mental qui commence à faire son petit cinéma et qui essaye de prendre le dessus sur nous-mêmes. Comme je dis souvent, essayez de vous asseoir et de faire quelques bonnes respirations bien, même rapides éventuellement, mais avec le ventre, vraiment que le ventre. Et au lieu de garder ces angoisses qui sont très hautes, puisque souvent quelqu'un qui a très peur suffoque, donc parce qu'il est pris en haut de la poitrine, en respirant avec le ventre, en faisant gonfler, dégonfler le ventre très vite, la peur diminue en 2, 3, 4 minutes. Et puis après, reprendre un rythme normal, mais de respiration, toujours avec le ventre. Souvent, d'ailleurs, le premier réflexe, une fois qu'on a eu une peur, c'est on fait voilà, on va chercher hein, on est d'accord. Exact. Et après, une dernière petite astuce pour les gens qui nous regardent. Vous pouvez accompagner d'un mouvement comme ceci. Hein. Vous faites ça, vous inspirez, vous montez les épaules et puis voilà, vous laissez retomber. Voilà. Et après, continuez des respirations lentes avec le ventre. C'est des petites astuces faciles à mettre en œuvre que personne ne voit. Donc, même si vous êtes au milieu du monde, c'est une solution pour en tout cas laisser passer la peur qui vous a attrapé. Et puis, passer à autre chose. Hein. On ne va pas rester attaché dessus non plus. La peur d'avoir froid sous le nuage, on ne peut rien y faire. Donc, on attend que le nuage y soit passé. Et puis, s'il ne passe pas, on met un pull. Et puis, on aura pas froid. Donc, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Exemple très simple, on va dire. Bien sûr. Je dirais même que la plupart de nos peurs sont totalement imaginaires. Elles sont sans fondement dès que voilà. Après, il y a des vraies raisons quelque part d'avoir peur, bien sûr, mais c'est très ponctuel, c'est des choses très ponctuelles. Mais les personnes qui vivent dans la peur, comme par exemple les hypochondriaques, en ce moment, ils dégustent, je pense. Hein. Donc, qui ont peur de la maladie, qui ont peur de... Je veux dire, c'est épouvantable.
Donc, c'est vraiment, là, c'est de l'ordre de la maladie, carrément, hein, je veux dire. Il y a une différence entre se dire, bon, je fais attention, oui, j'applique les gestes barrières, c'est vrai que si ça empêche de, bon, c'est bien. Et puis les gens qui sont terrorisés par ça, quoi, je veux dire, il y a actuellement, je pense qu'il y en a pas mal, hein, qui sont vraiment terrorisés, hein. Donc, mais là, c'est un travail sur soi à effectuer, hein, ou se faire aider. Ah, mais complètement. Mais c'est vraiment un travail à faire sur soi, hein, parce que la plupart Il y a du une temps, question intéressante, je nos pense, peurs n'ont pas de fondement, quoi. de Fiona. C'est laquelle? Alors, attends, Avoir peur pour les autres. Avoir peur pour les autres. Ben oui, ben ça fait partie aussi des peurs, ouais, avoir peur pour les autres. J'ai trouvé un petit truc pour répondre un petit peu à Pierre tout à l'heure. Là, je ne sais pas si c'est plutôt correct comme définition, mais aussi pour les auditeurs, parce que c'est vrai que nous utilisons depuis tout à l'heure les mots peur et les mots angoisse, et que en définir la différence est peut-être important. Alors j'ai essayé de chercher une définition la plus simple possible, et j'en ai trouvé une là. Alors qui est, je vais faire un petit copier-coller. Clac, clac. Juste une seconde, le temps que ça passe. Voilà. Et qui dit que, justement, la différence entre l'angoisse et la peur. La peur est une émotion qui a un objet précis. Donc la peur des autres, danger réel, oui. Ce qu'elle disait tout à l'heure, etc. Nous ressentons la peur lorsque nous sommes en face d'un danger réel. Ah oui. Alors que l'angoisse, effectivement, est une émotion proche de la peur, mais qui apparaît en absence de danger. C'est la différence. La personne se sent angoissée, mais ne sait pas pourquoi. Donc, on peut dire la plupart de nos peurs ne sont que des angoisses non justifiées. Oui, finalement, ouais. Ouais, du coup, ça rectifie la chose. Oui. Et oui, parce que c'est ce que rejoint à dire ce que tu disais, Manu, tout à l'heure, puisque la peur, on se fait dessus, on se pisse dessus, on est complètement bloqué physiquement, en fait. Et que l'angoisse, c'est une prévision, en fait, ou une émotion qui recommence. Voilà. Et en sachant pas forcément pourquoi. Voilà, donc moi aussi, ça m'a permis de définir ça, oui. Merci pour la question. Oui, alors, revenir sur cette idée d'émotion, ça veut dire que la peur, comme la colère, comme sont des émotions. Ça veut dire que ce sont des choses qui nous arrivent sans qu'on y ait fait une quelconque réflexion dessus. Hein. C'est le premier truc. Alors, c'est ce qu'appelle Kahneman, je ne sais pas si vous avez lu Kahneman, dans son livre Système 1, Système 2. Il dit qu'en fait, il explique ça comme ça, hein, il dit, tout se passe un peu comme si on avait deux systèmes dans notre cerveau, un système extrêmement rapide, hein, donc qui va être de cet ordre-là, c'est-à-dire qui va nous faire une peur, nous faire une colère, nous faire un dégoût, nous faire les grandes émotions qu'on a tous quelque part. Ça, c'est le système 1. Et le système 2, ben, c'est le cerveau qui va commencer à réfléchir à ce qui s'est passé, voilà, et qui va opter pour la plupart du temps un choix qui va être judicieux parce qu'il va être réfléchi. Il va dire bon, là j'ai eu peur, mais est-ce que c'était justifié ou pas? La plupart du temps, c'est pas justifié. Et puis si c'est justifié, qui va nous faire avoir un comportement qui va être là aussi analysé assez rapidement, mais moins rapidement. C'est pour ça que le système 1 est extrêmement rapide, hein, et vraiment dans la réaction, et le système 2 va être un peu moins rapide, un peu plus lent, parce qu'il va falloir qu'il analyse, le cerveau va analyser, et nous faire prendre une décision. Alors, quand c'est peur, c'est fuir, combattre ou faire le mort, hein, ça va être ça. Après, ça dépend des autres émotions qu'on peut avoir. Mais j'aime bien cette façon de voir les choses qui fait qu'on a un cerveau quelque part à deux vitesses. Hein. Et parfois,
la première réaction du système, elle peut être tout à fait bien placée aussi, tout à fait judicieuse. Hein. C'est-à-dire que si je conduis, je suis sur une route et puis tout d'un coup il y a un animal qui traverse la route, avant même que j'ai analysé même de quel animal il pouvait s'agir, j'ai déjà donné un coup de volant, je l'ai évité. Hein. Donc le système 1, il a fait son boulot. Hein. Après, le système 1, il peut m'envoyer aussi dans le camion qui arrive en face. On est d'accord. Hein. Voilà. Hein. Je peux répondre à quelqu'un là? Sûr. À qui? Dis-moi. Attends, je recherche le. Merde, j'ai perdu. Quelqu'un qui parlait voilà. Ah oui, c'est Sylviane. Alors. Ouais. Il y a du bruit là, Alex. Ouais, il y a du bruit. Attends, je vais fermer la fenêtre parce que. Ah, c'est ça qui fait. Oui, mais. Exact, oui, exact, voilà. D'abord, bon, je pense que tous les trois, on ne considère pas une personne ayant peur comme une personne manquant de réflexion. Que ce soit bien entendu. Voire inapte à la maîtrise de soi. Moi, je pense que absolument personne est inapte. Tout le monde a accès à une relative maîtrise de soi. Ça se travaille, ça s'apprend. Il y a des moyens de le comprendre, d'y accéder. Au même titre que, pour finir sa phrase, même les respirations qui semblent si faciles sont un calvaire pour certains. Mais ça, c'est pareil. C'est une question d'éducation. C'est une question. Moi, je fais faire beaucoup d'exercices de respiration. Pourquoi? Parce que je me rends compte que, et je vais être gentil là, 70% des gens ne savent pas respirer. Voilà. Donc pourquoi dans mes cours, dès que je peux, je fais faire des respirations. Parce que respirer c'est bien, mais avoir la connexion Internet c'est aussi bien. C'est mieux. Oui, je peux rebondir en attendant qu'il revienne là-dessus. Oui, non, il ne s'agit pas de dire réflexion ou pas, etc. Quand on fait de la PNL, qu'on s'intéresse un peu à la sémantique, à la systémique, etc., on parle plutôt de fonctionnement, hein, c'est-à-dire qu'on apprend de quelle façon nous fonctionnons. Hein. Et le fait d'apprendre de quelle façon nous fonctionnons peut nous faire fonctionner mieux. Voilà, c'est juste ça. Hein. C'est pas de dire que les gens qui ont peur n'ont pas de réflexion, pas. Non, la peur, ça fait partie. C'est une émotion normale, je veux dire, qui va arriver dans certaines circonstances. Hein. C'est pas parce que le plus grand sage aura peur. Il n'y a pas de comment on peut dire, on peut pas se blinder par rapport à ça. Le plus grand philosophe, il passe une porte, vous le cachez derrière, vous le faites bout, il va avoir peur. Hein, je veux dire, il n'y a pas de souci. Hein, c'est pas. Par contre, après, après la façon dont il va réagir va dépendre d'autres choses. On est d'accord. Non, mais moi je pense que voilà, pour rassurer Sylviane, il n'y a pas. Apprendre à respirer, il n'y a pas de souci, ça se fait très facilement. Et si on a du mal et si on est angoissé de ça, ça rejoint les angoisses, hein, je crois qu'il faut s'y mettre. Viens nous voir. L'oiseau fait son nid. Et comme aurait dit l'ami Pierre tout à l'heure, tu manges comment la banane? La banane, tu la manges comment? Bouchée par bouchée. Bouchée par bouchée. Ah ouais. Exactement.
non, ben voilà. Donc, moi, je reste très positif par rapport. Et c'est évident que bien, puis ça, ça élimine beaucoup de peur. Et en tout cas, si ça ne les élimine pas complètement, ça les relativise. Donc, ça devient quand même plus confortable à vivre. Je veux dire, voilà. Après, il y a des postures, il y a des tas de techniques qui existent. Moi, celles que j'enseigne, elles ont 3000 ans. Hein. C'est du Qigong, ça a 3000 ans. C'est quand même. Voilà, il y a des raisons. Et quand le plus grand plaisir, c'est que c'est des gens qui arrivent en cours, bon, ils disent spécial, mais on le voit. D'habitude, on le voit. Et en partant, quand ils disent oh là là, ça m'a fait du bien, je me sens tellement plus léger. Voilà, parce que justement, moi dans le cours, si j'aperçois quelqu'un qui a du mal à respirer, qui n'est pas bien dans sa respiration, évidemment, je vais insister en montrant, je ne vais pas la nommer particulièrement, hein, mais montrer le mouvement qu'on est en train de faire en insistant sur les respirations, sur l'inspire, l'expire, quand les placer, quand les… Voilà. Et si la personne, elle écoute, si elle est bien dans le cours, elle va repartir avec un bagage. Et surtout une grande détente. Mais elle aura des outils pour un mieux-être. Voilà, j'espère avoir répondu à ça. Oui, dans ce que vous dites, il y a effectivement aussi il y a une histoire de ressources, quoi, aussi, qui intervient pour pouvoir vivre l'expérience de manière différente au niveau de la peur, hein, évidemment. Donc ça a été un petit peu plus défini. L'apport de ressources, vous parliez de vos expériences respectives, une fois qu'elles sont passées, effectivement, vous avez appris quelque chose. À partir du moment où on apprend quelque chose, soit une ressource supplémentaire qui s'est créée, soit un levier qui nous a permis de pouvoir envisager les choses de manière différente une fois que l'expérience éventuellement se retrouve face à soi ou devant nous. Oui, oui. Je crois qu'il faut peut-être bien revenir là-dessus, c'est qu'il y a la peur avec un objet précis, je veux dire avec quelque chose qui se passe, et puis oui, ce qu'on pourrait qualifier d'angoisse, c'est-à-dire la peur qu'il arrive quelque chose. Alors là, il y a toutes les peurs possibles. Là, je vois passer la peur des fins de mois, la peur de manquer, la peur, etc. Toutes ces peurs-là qui sont quelque part que des constructions. Hein. C'est nous qui nous les fabriquons quelque part. La plupart sont sans objet. Hein. Il faut toujours se dire, je pense qu'il est important chaque fois de se dire, mais ceux qui vivent dans l'angoisse de ce qui va se passer dans un mois, dans 2 mois, dans un jour, je veux dire, mais comment peuvent-ils savoir? Non, c'est que de l'imaginaire. Un esprit positif, je veux dire, la seule chose que l'on sait vraiment, voilà, c'est que voilà, moi je suis là, je suis en train de vous parler, on est tous là, on est en train de parler, d'échanger. Ça, c'est vrai, c'est l'instant présent. Les angoisses, je veux dire, elles peuvent être légitimes. Maintenant, ça se travaille pour les atténuer et puis après relativiser de plus en plus. Il y a un travail à faire, je pense, pour beaucoup de gens. Il y a des méthodes, il y a des techniques qui marchent. À chacun de trouver la sienne. Moi, je ne détiens pas la vérité. J'essaye de faire partager mon expérience. Maintenant, les gens sont bienvenus. Ça marche avec nous, avec Robert et Laurent. Mais tant mieux. Je veux dire, là, il n'y a du tout d'esprit, quoi que ce soit, de compétition ou quoi que ce soit. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, d'être le meilleur ou pas. On ne peut même pas le savoir, ça. On ne peut pas même là-dessus. Donc, si on se met des peurs en plus sur quelque chose qu'on ne connaît pas,
Il y a des gens qui ont très peur du futur, toutes les semaines, ils vont acheter un billet de loto, toutes les semaines, ils vont acheter un billet de loto. Et puis, un gars qui passe, bon, il n'a pas plus peur que ça, mais il prend un billet, puis boum, il gagne. Donc, ça peut rejoindre la peur de la fin de mois difficile, hein, ça. Il ne s'agit pas de gagner des millions tout de suite, mais si on gagne des petites sommes, ça peut aider aussi. Vous voyez, comme quoi, on peut pas savoir, on peut pas deviner à l'avance. C'est quelque chose que j'entends depuis des années. Et ces gens s'empêchent de vivre l'instant présent. Donc, de vivre pleinement la qualité de leur instant présent. C'est dommage. C'est dommage. Il y a une perte de temps, plus une perte d'énergie, bien sûr, avec. Et là, il est temps de réagir. Il est temps de réagir, de se conforter peut-être d'aller à la rencontre, aller à la rencontre de gens qui peuvent nous aider. Oui. Le ici et maintenant fonctionne quand ça va. Non, le ici et maintenant fonctionne tout le temps, même quand ça va pas. Quand ça va pas, il faut le vivre aussi. Là, il n'y a pas de choix. Et il n'y a surtout pas la place de la peur quand ça va pas. Parce que ça pourrait nous amener à faire aussi des bêtises, des réactions disproportionnées ou inappropriées. Oui, après, juste pour mettre entre parenthèses, de faire attention que chaque personne est bien différente et que dans systémique et sa façon de fonctionner, il y a parfois des choses qui peuvent être, bien sûr, pour des personnes qui le pratiquent, extrêmement simples, mais tellement difficiles pour d'autres et inversement. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, un petit peu pour reprendre un petit peu le débat de ce soir, que ce soit la peur, de différencier un petit peu les peurs, les angoisses, et en même temps les normes, la normalité ou pas, c'est que de pouvoir se dire que l'expérience peut être différente, peut être vue différemment, peut être exprimée différemment, peut être vécue différemment, à l'aide de leviers, à l'aide de ressources, à l'aide de thérapies ou d'accompagnateurs, peu importe. Mais à un moment donné, de sentir que les choses, aussi parfois par sa propre expérience, de s'accompagner même de sa propre expérience pour pouvoir un petit peu modifier les choses en mieux. Voilà, petit à petit, en prenant le temps qu'il est nécessaire, à savoir qu'un déclencheur qui permet d'arriver à quelque chose de différent, la notion de temps n'intervient pas à l'intérieur de ça. Ça peut être maintenant, ça peut être demain, ça peut être dans 3 secondes, ça peut être dans 10 ans, que ça soit lié à telle ou telle pratique ou pas. Donc voilà, de pouvoir changer les points de vue, je pense que ça c'est plutôt intéressant, et d'entendre des points de vue différents, c'est aussi très intéressant. Robert, qu'est-ce que tu voudrais apporter qu'on arrive au terme de l'émission? Oui, là, non, je reviens là sur ce que dit Nadia. Les frigos vides ne sont pas des peurs imaginaires. Non, là, c'est une peur avec un objet. Je veux dire, c'est pas voilà. Ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est la peur de manquer, hein, ou la peur de la fin du mois, mais pas justifiée. Hein, je veux dire, c'est ça. Hein. Comme on dit par exemple par rapport, pour une autre notion de l'argent, par exemple. C'est plus une angoisse, ça. Voilà, c'est plus voilà. C'est par rapport à quelque chose de lié, une expérience ultérieure déjà. Exact. Depuis un moment. Voilà, c'est comme la différence qu'il y a entre. Il y a des gens qui ont des problèmes d'argent et des gens qui ont des problèmes avec l'argent. C'est pas la même chose. Voilà. Donc c'est pour remettre un peu les choses, mais évidemment quand le frigo est vide, c'est sûr que. Bien sûr. Oui, mais. Ça peut être remplacé. Et oui, voilà. Mais là c'est justifié. Je veux dire, c'est factuel. Là, il s'est passé quelque chose. Voilà. Bien sûr. Par contre, si j'imagine que je vais avoir le frigo vide et que j'ai peur, là c'est complètement imaginaire parce qu'il y a absolument aucune raison. Il peut n'y avoir aucune raison. C'est peut-être que des raisons inventées où la personne va se construire tout à fait un scénario. Elle va dire, et si se passe ceci, et si se passe cela, et si je perds mon travail, et si je fais ça, etc., etc. Et va se broder tout un truc. Voilà, c'est de ça dont on parle. Hein. Je veux dire, c'est pas d'un fait objectif. Hein. Parce qu'en fait, quelque part, hein, si on revient à la notion de carte, on se raconte une histoire. Hein. Nous ne faisons que nous raconter notre histoire. Hein. Et cette histoire, on peut se la raconter comme on veut. Et on peut se la raconter d'une façon positive. Hein. Ça, j'ai appris à le faire depuis quelques années.
Et alors que pendant des années, je la suis raconté d'une façon négative. Bon, c'est pas très marrant, finalement. Et je me suis rendu compte que c'était pas plus cher de se la raconter positivement, finalement. Ouais, Voilà. c'est vrai. Par contre, oui, ça apporte beaucoup de bienfaits, hein. La pensée positive, ça marche bien, hein. Ça, c'est quelque chose que j'ai Oui, constaté. oui, ça mange pas de pain, ça, je suis Ça entièrement mange d'accord pas avec de toi, pain. finalement, Et voilà. Alors, il ne s'agit pas d'être béat non plus, c'est pas d'être dans le monde, etc., des bisounours, c'est pas ça, hein, je veux dire. Au contraire, il faut être encore peut-être plus lucide, encore plus, mais autant être positif, quoi. Je veux dire. Mmh. Manu, tu veux rajouter quelque chose, le mot de la fin? Ben oui, moi je rejoins complètement ce que dit Robert. Bon, de toute façon, je crois en l'humain. Je crois vraiment que tout le monde peut évoluer dans le bon sens. Je vois encore des commentaires, évidemment, on pourrait encore parler pendant des heures. Mais en même temps, bon, moi je suis prêt à aider ceux qui ont besoin, c'est évident. L'histoire du frigo, en général, la situation, la peur du frigo vide, elle n'est pas récente. Elle est souvent antérieure, elle s'est construite petit à petit. Donc, retrouver les causes de cette peur et peut-être anticiper. Si on préfère voir le frigo plein plutôt que d'acheter une nouvelle télé, c'est un exemple, hein, parmi d'autres, bien sûr. C'est pas une généralité, c'est pas voilà. Mais moi, le choix est vite fait. Hein, j'ai pas de télé. Mais restez positif. Il y a des tas de gens qui peuvent vous aider. À chacun, évidemment, de trouver la personne qui lui convient aussi. Et quand je dis qui lui convient, je dis bien, je ne veux pas dire par là la personne qui l'arrange. Attention, hein, des fois, la personne qui peut vous aider, c'est celle qui va vous secouer le plus, qui va appuyer sur les points que l'être humain a un peu l'habitude de mettre de côté parce que ça le dérange, quoi. C'est facile, hein, on se cache un côté et puis on passe, voilà, on fait sa route, mais on reste dans sa problématique. Donc, voilà, c'est restez positif et puis vous allez y arriver. Parfait. Robert, petit mot de la fin? Ben non, quoi dire à part être positif, je pense que si le plus important, je pense à faire partager, hein. Je pense que si on se rend compte que la plupart de nos peurs sont imaginaires, si on s'est rendu compte aussi que la norme, c'est quelque chose qui n'existe pas, je veux dire, et que c'est à nous de fonctionner d'après nos valeurs, nos critères, notre éthique personnelle, et c'est le plus important. Et arrêter de se conformer à un marasme ambiant, un truc bon qui est pas très drôle à vivre. Donc voilà, moi, je pense que si ce message-là est un peu passé ce soir, voilà, je pense qu'on a apporté un petit gravier, oui, même pas une pierre, un petit gravier, un petit grain de sable, disons. Dans le système. Dans le ciel. Absolument. Voilà. Merci, messieurs. En tout cas, moi, je voulais vous remercier tous les deux parce que, écoutez, les thèmes de ce soir, je pense, étaient plus profonds et plus compliqués que ce que j'avais plus ou moins envisagé. Donc, bravo, merci. Et puis, nous vous disons évidemment à tous et à toutes nos remerciements respectifs pour vos participations, vos questions, vos points de vue, et puis ce que vous pouvez amener aussi, parce que vous amenez des choses. Moi, je sais que vous amenez beaucoup de réflexions, que ce soit mes invités, que ce soit vous-même aussi, me donne des pistes d'amélioration. Et en ça, je vous remercie. C'est aussi le but de l'émission. Il n'y a pas
C'est pas dans le but d'être sachant, mais c'est dans le but voilà d'avancer un petit peu tous ensemble et que nous puissions entendre en tout cas le mieux possible des points de vue différents et avancer de manière effectivement comme le disent Robert et, euh, et Manu parfois peut-être un petit peu juste à changer sa phrase, à enlever le ne pas et dire que c'est possible de faire. Des fois ça mange pas de pain. Alors là-dessus faites-le un petit peu tous les jours et ne serait-ce qu'un petit peu tous les jours, c'est fait. On prend l'habitude de le faire, ça rentre dans le système et c'est quand même beaucoup plus agréable. Merci à tous. On se donne rendez-vous jeudi prochain, évidemment pour Merci. Opinion, avec 2 thèmes différents. Et à bientôt. Au revoir. À bientôt.